sais pas qui a inventé cette histoire d'opération épervier. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un du sud, c'est quelqu'un du nord. Parce qu'ici, il n'y a pas d'épervier. L'épervier est un oiseau carnassier qui cherche les petits poussins et qu'il met dans ses serres, s'envole avec pour aller les manger ailleurs. Vous chassiez les baleines. Les baleines, c'est-à-dire les choses cachées. Mais qui sont dans l'océan. Dans l'océan caché, mais qu'il faut fouiller pour les retrouver. Or, le poussin, il est dehors et l'épervier l'aperçoit et toujours, c'est des petites choses. Or, les baleines, elles sont là, elles existent aujourd'hui encore et on se limite aux poussins. Quand on est fort, on devient plutôt généreux. On cherche à avoir des gens avec soi. On cherche à partager certains de ses pouvoirs et non à s'accaparer de tout et à piétiner les autres. Justement, c'est un signe de faiblesse qu'un État dise « moi je suis fort, je monte les biceps et les autres n'ont qu'à tourner ». Non, c'est inadmissible. Je prends le cas de l'extrême nord. Nous avons au Cameroun plusieurs civilisations. Je mets ça entre guillemets. Le Grand Nord est une grande région de la civilisation du silence. J'ai fait, quand j'avais 20 ans, j'étais commissaire spécial de l'Adamawa. Entre Ngaoundéré et Bayo, il y a 415 km. La route que j'ai laissée, il y a pratiquement 50 ans, c'est la même qui existe. Les ponceaux en planche et en bois, c'est les mêmes. On n'y a rien retouché, mais pire. Quand j'étais au cours moyen, la première fois, je suis allé à Yagua pour les jeux scolaires. Entre Maroua et Yagua, 120 km, aucun grain de sable n'a bougé. Les gens sont même en mesure de se demander, mais que signifie votre indépendance là? Est-ce que c'est pour rester au statu quo ou est-ce qu'on attend indéfiniment jusqu'à je ne sais quelle année ou quel siècle pour que les choses changent? Il y a ces changements qui nous avions un ministère de planification, nous l'avons d'ailleurs encore, mais il faut voir, établir les priorités. Et après les priorités, dans les projets, maintenant, les priorités parmi les bénéficiaires. Il ne s'agit pas de dire que j'aime X, c'est ma région, je vais déverser tout là-bas. Et je laisse les autres poireauter. C'est le rôle que devrait jouer le ministère chargé de la décentralisation? Non. C'est le rôle politique que le régime doit jouer. Le ministre, c'est un exécutant. Qu'il soit d'État ou de secrétaire d'État, il est exécutant des instructions de la politique du régime. C'est le régime qui définit les grandes orientations. Maintenant, c'est au ministre de dire, dans le cadre de telle orientation qui incombe à mon département ministériel, je souhaiterais, je suggérerais que, et je sais que le président va accepter. Quand j'étais ministre de la fonction publique, chargé de la réforme, à mon modeste niveau, je n'ai jamais vu une réforme proposée par mes soins et qui a été rejetée. Monsieur le ministre, ça ne vous a pas empêché de démissionner? C'est une autre paire de manches. Okay. Parce que ça, c'est le côté de corruption, on en parlera. Et c'est pour ça qu'on demande que les élections soient transparentes. Parce que si un malin, l'autre malin et demi joue dans un manque total de transparence, la démocratie n'existe plus. La démocratie, c'est comme quand vous allez au marché du Fourni. Alors, chacun apporte ses produits, chacun les vend à sa manière, montre leurs différentes facettes. À l'acheteur de choisir. Et à l'acheteur de choisir. Mais ici, au lieu de montrer les facettes du programme, s'ils en ont, il y en a qui ont piqué même mon programme, je l'ai déjà signalé, et au lieu de piquer les programmes, mais il faut au moins savoir que votre produit est pourri ou bien votre produit ne répond pas aux besoins du marché. Vous êtes décalé. Alors, vous parliez justement des nouveaux venus qui manifestement constatent que, on va dire que la réalité est plus complexe ou plus difficile que prévu. Quel est, j'allais dire, le conseil que vous donneriez à ces nouveaux venus-là? Comme
ancien candidat à l'élection présidentielle. Ah, si je devais leur donner des conseils, c'est de les enfoncer davantage. Je vais gagner, je ne vais quand même pas encore les aider. Si vous me présentez votre produit, vous montrez que votre produit est le meilleur et le plus durable, et vous arrivez à convaincre la foule, ce qui n'est pas facile, je crois que vous réussirez. Et surtout, n'ayez à l'esprit que le bien du peuple. Si vous dites, si je deviens président, je vais faire tel mal, je vais m'enrichir, ça veut dire que vous ne méritez pas d'être président et que Dieu empêche que vous le soyez. Étant donné que le monde évolue toujours dans le sens du progrès, vous trouverez toujours que le passé avait quelques défaillances. C'est la même chose pour ce qui est des partis politiques. Je me souviens quand on voulait passer au multipartisme, c'était au gouvernement. Quand on voulait passer au multipartisme, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Parce qu'il a voulu créer un parti, il a été assigné à résidence surveillée à Yokadouma, ramené à la prison des femmes de Mfou. On n'entend plus parler. Les Frundi, c'était comme quand vous êtes jeune, il y a une chanson qui dit la paille en février. Vous engagé, et il a fait ce qu'il pouvait et ce qu'il pensait, qui n'était pas forcément ce qu'il pense aujourd'hui. Donc, grâce à ces hommes-là, la démocratie est instaurée au tous, heureusement. Pas tous. Pas tous. Et puis, être dans l'opposition ne veut pas dire être contre chacun des points défendus par le pouvoir. Il y a des endroits où vous pouvez d'un autre cas ou d'une autre surcharge quelque part ou d'une autre impondération. Alors, à partir de ce moment, je crois que la classe politique de 90 a fait un travail merveilleux. Et s'il y a le multipartisme aujourd'hui, c'est grâce à la classe de 90. On peut dire que cette classe-là est affaiblie aujourd'hui? Je ne pense pas qu'elle soit affaiblie, mais je crois qu'elle doit être déçue. Parce qu'un leader politique me dit, moi, je risque de fermer mon parti. J'ai dit, mais est-ce que c'est une boutique? On ne fait pas un parti comme une boutique. Il dit, quel est ce pays où, parce que tu es leader d'un parti, les militants viennent te demander 250 francs pour le taxi. Alors que dans les partis politiques, c'est les militants qui cotisent pour le fonctionnement du parti. Ici, ce n'est pas le cas. Non seulement ce n'est pas le cas, les militants croient que le pouvoir déverse l'argent à gogo entre les mains des leaders et les leaders gardent l'argent sans le leur redistribuer. Alors que pour avoir les frais de fonctionnement du parti politique, il faut réunir un certain nombre de conditions, notamment il faut avoir des élus, qu'il s'agisse des élus législatifs, des élus municipaux, mais il faut avoir des élus. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un conseiller municipal, l'État vous donne 23 000 francs par an et par conseiller au titre des frais de fonctionnement. J'ai dit 23 000 par an et par conseiller. C'est rien du tout. Alors, totalisez le nombre de conseillers que vous avez et multipliez-les par 23 000, vous verrez, ça ne vous amène nulle part. L'ADD reçoit combien? 2 400 000. Tant sur au prorata du nombre de conseillers. Et imaginez que l'ADD qui reçoit 2 400 000 est parmi le peloton de tête. Imaginez la queue
aussi longue que vous connaissez. Quelques milliers de francs. Peut-être même rien. Parce que si vous n'avez ni conseillé, ni atteint le pourcentage de 5% dans une circonscription législative ou municipale, eh bien vous n'avez absolument rien. Vous n'existez pas au niveau financier, au niveau du financement des partis politiques. Autre préoccupation, autre problématique, la lutte contre la corruption. On parlait tout à l'heure en début d'émission de vous-même. Vous étiez qualifié de chasseur de baleines. Vous avez essayé d'expliquer pourquoi la baleine n'est pas l'épervier. Cette lutte contre la corruption aujourd'hui, telle que vous la percevez, à quoi est-ce qu'elle ressemble exactement? Tel que je l'aperçois, c'est un échec. Je sais qu'il y en a même parmi mes collègues qui disent non, on est passé de quel rang à tel rang. Soit dit en passant, vous êtes membre de la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Je ne pouvais pas y être, puisque 7 ans avant la création de la CONAC, moi j'avais Et vous dites échec. Échec. Pour moi, c'est un échec. Je ne peux pas concevoir que pendant plus de 10 ans, donc, je crois que où les institutions mises en place sont insuffisamment pensées, ou bien les moyens de contrainte mise à la disposition de la CONAC n'existe pas, ou bien tout simplement c'est que les corrompus sont plus forts que leurs surveillants. Parce que quand vous prenez une institution comme la CONAC, vous découvrez quelqu'un a volé 20 milliards. Je ne parle pas en l'air. Vous vous rendez compte, c'est le silence absolu. Je ne parle pas en l'air et j'ai les chiffres. Et la solution, c'est quoi, monsieur le ministre? Vous dites un échec. Vous êtes partie prenante de cette opération ou de cette lutte-là contre la corruption. Vous dites, on fait quoi? Quand j'étais responsable d'un département, j'écrivais au président de la République, j'ai dit voilà, et je suggère que... Maintenant, vous parlez au président. Je ne peux pas, quand dans la foule, lui dire, monsieur le président, vraiment, la CONAC, là, il faut revoir ça. Non. Il y a un responsable à la CONAC. C'est à lui de réfléchir, peut-être avec notre collaboration, avec nos expériences diversifiées, de dire voilà ce qu'il faut pour que la lutte soit efficace. Le contrôle supérieur de l'État, avec simplement le conseil de discipline comptable et budgétaire, j'ai réussi parce qu'on avait des pouvoirs. Mais non, la solution, c'est qu'il y ait nés exécutants. Comme nous sommes des exécutants nés, le président doit dire à la CONAC, proposez-moi plus efficace. Parce que, prenez l'exemple, pendant des années. Les textes d'application sont attendus. Mais les textes d'application sont attendus. On ne sait même pas si jamais même il faut déclarer ces biens qui envisagent d'être corrompus plus tard. Monsieur le ministre, retour à la, on va dire, à la politique politicienne et en parlant de la crise dans les régions. Nous en sommes donc là aujourd'hui. On dit il faut dialoguer. Le pouvoir dit on dialogue, oui, mais on dialogue avec qui? Avec ce qu'on pourrait appeler les institutions qui sont en place là-bas. C'est la chefferie traditionnelle, c'est les élus, c'est tout ce que vous voulez. Vous êtes d'accord avec ça? Non, d'abord, ils ne l'ont pas dit de cette manière, puisque j'ai dit j'ai parcouru les deux régions, j'ai rencontré tout ce qui compte comme personnalité là-bas. Ils veulent qu'il y ait un dialogue, mais ils disent que le dialogue doit être paritaire, d'une part. Et d'autre part, ils veulent que quand le dialogue va avoir lieu, il ne faut pas qu'on vienne avec un ordre du jour du gouvernement. Mais l'ordre du jour doit être préparé, séance tenante, par la commission paritaire. Et qu'on examine chacun des points soulevés, on accepte que tous les points soient inscrits. Vous leur avez dit quoi?
Mais moi, j'étais envoyé, je ne pouvais Vous avez pas, simplement je ne peux pas faire l'erreur de l'autre qui se met à la place du président pour édicter les mesures à venir. Non, moi, j'enregistre et j'ai rendu compte au président sur les 5 propositions que je lui ai faites, 4 sont exécutées. Il reste seulement la fameuse commission paritaire. Et ils veulent que ça soit comme ça fut la tripartite. Et pour moi, ça ne pose aucun problème. On me dit qui doit être membre. Le gouvernement peut désigner. Je connais des gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont très écoutés chez eux et qui auraient pu faire partie de cette commission. Et ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, parmi lesquels d'ailleurs l'un des auteurs même de l'unification, Chief Moukete, qui a écrit même un gros livre de 700 pages là-dessus. Alors, si on prend X, Y, Z, d'un côté, le gouvernement désigne les autres, on va honnêtement, c'est le même pays, c'est le nôtre, c'est le même problème que nous voulons résoudre. L'un n'a pas cherché à tromper l'autre. Je vous jure, ça peut être tranché. Vous pensez qu'il y a lieu quand même, malgré tout, d'être optimiste dans cette situation-là? C'est-à-dire que, in fine, on finira par s'entendre? Qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, ça, c'est une question circonstancielle. Ça dépend de qui, ça dépend de quand, ça dépend d'où. Parce que quand vous apprenez qu'on a apporté tel préfet ou tel sous-préfet, ce n'est pas fait tout le long de la frontière. Il y a des endroits parfois qui sont en train de se livrer à des règlements de compte. Et puis, ce qu'il faut, c'est de prendre. Ils ont une organisation qui est de loin supérieure à l'organisation des francophones. Ils ont une association pour le Nord-Ouest, la Nuela, une association pour le Sud-Ouest, la Suela, et ces gens sont respectés. Prenons-les. Prenons également les meneurs, que ce soit Agbor, Félix, pour les avocats, que ce soit Tasson pour les enseignants. On les prend, on les met eux-mêmes à résoudre leurs propres problèmes. Je vous jure que on va s'en sortir. Monsieur Garga Manadji, ancien ministre de la fonction publique et président général de l'ADD, l'Alliance pour la démocratie et le développement, vous étiez l'invité d'actualité de ce dimanche et merci de votre participation. Je vous remercie d'avoir renouvelé mes invitations à Actualité Hebdo. Je ne vous lance pas une pique. Vous n'étiez pas frappé d'ostracisme, ce que je sache. En tout cas, vous avez renouvelé et je vous en suis reconnaissant, M. Ibrahim Cherif, et je souhaite bon vent à Actualité Hebdo qui n'a fait que réussir puisqu'elle existe toujours. Les choses qui ne réussissent pas se passent le lendemain. Merci, Monsieur le Ministre, c'est très encourageant et merci encore à vous. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir. Et comme j'ai la chance d'être bilingue, je parle aussi bien leur langue qu'ils parlent, celle que nous avons héritée de la colonisation. Et toutes ces deux langues, la française et l'anglais, c'est des langues des colons. C'est des langues des colons. Et ce qui est alors paradoxal, c'est que nous avons demandé notre indépendance. Nous voulons nous déconnecter des colons, de la colonisation, mais nous restons attachés, mais alors très fermement attachés aux attributs qu'ils nous ont laissés. Quand vous voyez les préfets avec des casquettes, ça fait un peu rire. Je me souviens quand j'étais jeune, quand les chefs de région venaient, ils venaient soit avec une casquette du genre actuel, soit de casque colonial de couleur blanche. Donc, ils nous ont laissé des attributs auxquels nous continuons d'être attachés. C'est-à-dire, le principal, c'est d'unir
nos esprits, d'unir nos forces, nos objectifs, notre avenir, et non seulement à s'attacher rien qu'à la langue. Vous savez, quand les Européens épousent des Africaines, ils ne parlent pas la même langue. Mais à la fin, ils finissent par parler la même langue. Donc, pour moi, l'essentiel qu'il faut absolument observer, c'est que nous avons eu une occasion que nous ne devons absolument pas rater. D'ailleurs, tout ce qu'on cherchait à faire rater ces unions construites par l'histoire, ça n'a pas réussi. Souvenez-vous de Katanga, Moïse Tchombe. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de Katanga. Et plus récemment, en Europe même, en Espagne, Barcelone voulait se détacher, oubliant que certaines dispositions de la Constitution espagnole disaient que si jamais un membre de appelons ça la Fédération espagnole cherchait à faire sécession, alors on le rappelle à l'ordre en réintégrant sa partie dans l'État national. Donc, en Belgique, les Wallons ont voulu le faire. Il ne faut pas tenter l'impossible. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, pour nous référer à nos frères anglophones, qui est allé vers l'Europe continentale. Mais aujourd'hui, elle fait des pieds et des mains pour y retourner. Donc, restons réalistes. Voyons comment nous pouvons cheminer ensemble et voyons quels sont les correctifs qu'il faut apporter pour que nous continuions de rester ensemble. Et là est donc la vraie problématique. Monsieur Garga Manadji, ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, avant c'était du contrôle de l'État, et on le disait à l'époque, chasseur de baleines, vous continuez d'assumer ce qualificatif, ce titre-là? Je préfère ce titre parce que je ne sais pas qui a inventé cette histoire d'opération épervier. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un du sud, c'est quelqu'un du nord. Parce qu'ici, il n'y a pas d'épervier. L'épervier est un oiseau carnassier qui cherche les petits poussins et qu'il met dans ses serres, s'envole avec pour aller les manger ailleurs. Vous chassiez les baleines? Les baleines, c'est-à-dire les choses cachées. Mais qui sont dans l'océan? Dans l'océan caché, mais qu'il faut fouiller pour les retrouver. Or, le poussin, il est dehors et l'épervier l'aperçoit et toujours, c'est des petites choses. Or, les baleines, elles sont là, elles existent aujourd'hui encore et on se limite aux poussins. Nous en reparlerons. Donc, vous êtes, je le rappelle encore, vous êtes le président général de l'ADD, l'Alliance pour la démocratie et le développement. Merci donc de vous prêter ainsi à nos questions actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. L'élection de la célébration de la fête nationale édition 2018, la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et son recadrage par le ministre des Relations extérieures, et puis la conférence sur l'économie numérique à Yaoundé, le cri d'alarme des éditeurs de presse qui adresse un mémorandum au gouvernement, entre autres sujets qui seront développés tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le ministre Garga Manadji, homme politique, président général de l'ADD, l'Alliance pour la démocratie et le développement. A tout de suite. Monsieur le ministre, reparlons de la fête du 20 mai. Il y a des partis politiques qui ont, pour certains, prôné le boycott de cette célébration-là. D'autres ont défilé, mais d'une façon toute particulière. On a vu le SDF, pour certains, torse nu, militants. On a vu le MRC, les mains sur la tête. Apparemment, dans la tradition, on va dire, de l'ouest du Cameroun, c'est une sorte de deuil qu'on pleure, quelque chose comme ça. Comment on réagit à ça? Est-ce que le 20 mai, il y a, on va dire, des possibilités de... Les Camerounais s'enfoncent dans des histoires sans en remonter des racines. Quand est-ce que, dans l'histoire, on défilait devant les chefs? C'est en cas de victoire. Le chef a une victoire et les vaincus le vainqueur
Mais ici, on a transformé le défilé devant le chef, y compris et surtout les partis de l'opposition, comme si c'était un exploit de dire que nous disons, nous nous opposons à vous, mais croyez-nous, nous sommes en train de ramper devant vous. Voilà à peu près le résumé qu'il faut donner de nos défilés. Et à tel enseigne que certains, en défilant au boulevard du 20 mai, s'en prévalent comme pour dire qu'ils sont des grands partis. Et on a consacré cela en disant les partis représentés à l'Assemblée défilent. Parce que, comme par hasard, certains vont plus vite que d'autres. Il n'y a pas une harmonisation dans les décisions. L'ELECAM fait passer une loi qui fixe les conditions d'élection des conseillers régionaux. Mais le MINAD qui doit proposer la création des régions continue de dormir. Alors nous avons une loi qui dit voilà comment on élit les conseillers régionaux, mais on ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'une région, quelles en sont les ressources, comment se partageront les ressources revenant aux régions. Des régions décentralisées. Décentralisées, évidemment, pas des États indépendants. Et à partir de ce moment, cette contradiction ne peut pas ne pas froisser ce qui voulait de la régionalisation. Et je suis de cela. Mon livre ainsi pourrait devenir notre pays. Depuis 2004 qu'il a été publié, ça veut dire j'y ai pensé bien avant 2004. Vous pensez que la régionalisation c'est une solution. Est la solution au problème qui se pose aujourd'hui? Je ne dis pas une, mais c'est la solution. Tant qu'il n'y a pas de régionalisation, avec des conseils régionaux, en rendant les gens responsables de leurs affaires, et en les rendant responsables également de leurs bêtises, parce que tout le monde n'est pas de vain, alors nous ne pourrons jamais nous en sortir. Et puis, de toutes les manières, quand il y a des problèmes, quand on cherche à les résoudre, il ne s'agit pas de continuer de tirer la corde chacun de son côté. Il s'agit de voir où se situe le milieu acceptable par les deux parties. Alors, on fait la régionalisation sans véritablement débattre de la forme de l'État. Mais dès qu'on la forme de l'État, on a la Constitution a dit État unitaire décentralisé. L'État unitaire décentralisé. Dès qu'on dit État unitaire décentralisé, la forme est déjà réglée par la Constitution. C'est le même article qui parle des régions, qui évoque également l'aspect unitaire décentralisé. Donc la décentralisation, c'est les régions. Maintenant, le nombre peut passer, il faut une loi d'application de cette disposition constitutionnelle. C'est au moment de la prise de cette loi d'application qu'on verra si ce sont les régions actuelles qu'il faut maintenir, s'il faut les revoir pour en faire plus ou moins, quels sont les critères sur la base desquels on devra travailler. Est-ce que c'est l'aspect géographique? Est-ce que c'est l'aspect population? Est-ce que c'est l'aspect moyen? Ou est-ce que c'est l'État qui doit avoir telle partie des moyens qu'il doit redistribuer selon un indice à définir? C'est cette loi qui doit faire ça. Cette loi n'est pas encore. Je ne sais pas ce qui se passe pour toi. Monsieur le ministre, est-ce que psychologiquement, ce qu'on pourrait appeler les tenants de l'État central, je parlais en réalité d'une grande partie de la classe politique camerounaise, que ces tenants de l'État central fort, est-ce que psychologiquement, les gens, les uns et les autres ont fait leur évolution? Est-ce qu'on est